Parce que de toute façon, l'alternative, si c'est le 31 décembre 2030, au 1er janvier, il n'y a plus de carburant. Donc la solution, c'est soit je trouve une grande poubelle pour mettre mon avion, ou je le suspends dans un musée. Et cette situation-là, il faut l'anticiper, et ça fait partie de l'ensemble du projet qu'on travaille. Bonjour à tous, et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Jumpseat à Lyon, donc Gilles Rosenberger. Alors Gilles, nous on se connaît depuis très très longtemps à travers tous les projets sur lesquels tu as travaillé, tous les programmes. On t'a fait venir aujourd'hui parce que pour nous il y a un sujet de préoccupation et c'est l'interdiction d'utiliser de l'essence Avgaz sans LL à partir de 2030. Alors, je précise que l'essence sans LL, c'est l'essence qui fait tourner les moteurs des avions d'aéroclub, des avions légers. À partir de 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, eh bien, il n'y aura plus d'essence pour faire tourner ces moteurs. C'est un problème, et c'est un problème qui, j'ai l'impression, les pilotes français ne s'en préoccupent pas. Parce que autant aux États-Unis, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des annonces sur l'après-Avgaz. Il suffit d'aller sur les sites et tous les jours, il y a des informations. En France, c'est le calme plat. Pas tout à fait plat, puisque donc Gilles, toi, tu as pris le problème à bras-le-corps et que tu es en train d'étudier une solution pour l'après-Avgaz. Mais la première chose, c'est pourquoi on veut interdire l'essence avion ? Alors, on veut l'interdire parce que le plomb qu'elle contient, et elle n'en contient pas beaucoup, c'est 0,56 grammes par litre de carburant. Donc c'est très, très peu, mais en même temps, le plomb, c'est un poison très nocif, très puissant, qui perturbe le développement des êtres humains, des jeunes êtres humains et des jeunes animaux. Et donc ça, c'est un problème qui est apparu aux États-Unis assez rapidement. Dès les années 70, les autorités sanitaires aux États-Unis ont alerté sur ça. C'est une situation qu'on connaît très peu en Europe parce qu'on a une situation dans l'implantation des aérodromes aux États-Unis qui est bien souvent beaucoup plus dense au cœur des agglomérations que les situations qu'on connaît, nous, en Europe et spécialement en France. Il n'est pas rare d'avoir aux États-Unis un aéroport qui est longé par l'avenue Lindbergh et de l'autre côté, il y a l'école maternelle avec la cour. Et donc la cour de l'école maternelle est dans le tour de piste. On a très très peu, voire peut-être, je ne sais même pas si ça existe, des situations analogues en France. Et donc le plomb qui est évacué de la même manière sur les avions, puisque c'est les mêmes moteurs aux États-Unis, en France ou en Europe, il arrive beaucoup plus dilué en Europe autour des aérodromes européens qu'aux États-Unis. Donc ce problème de santé, il a été identifié dès les années 70, d'abord sur les automobiles. Et ça a conduit à l'interdiction du plomb dans la plupart des pays du monde. Dès 1996, le plomb de l'essence automobile a été supprimé dans les essences distribuées aux États-Unis et dès le début des années 2000 en Europe. Donc ça veut dire, tu dis 96-2000. Pourquoi on a attendu aussi longtemps pour l'interdire dans l'aviation ? D'abord parce que la consommation de carburant et donc les émissions de plomb qui sont proportionnelles à la consommation de carburant est beaucoup plus faible au niveau de l'aviation que ce qu'elle est au niveau de l'automobile. Les chiffres sont évidents. Et en Europe, comme je l'expliquais, il n'y avait pas de statistiques qui montraient ce niveau de danger, c'était un danger théorique. Aux États-Unis, on l'a vu apparaître assez tôt et il y a une très forte inertie des constructeurs américains, des énergéticiens américains, des fabricants de moteurs et des utilisateurs face à ça en niant le problème. Bon, on va dire que c'est une réaction normale, habituelle, que nier un problème dans lequel on est plus ou moins impliqué. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça a fini par faire son chemin. Moi, j'ai vu apparaître ça, en gros, il y a une trentaine d'années. D'abord à faible bruit, oui. Et puis de plus en plus fort. Et depuis 4-5 ans, la situation qu'on voit apparaître, c'est une prise de conscience forte de l'ensemble des acteurs qui a conduit depuis 3 ans, 4 ans, il faudrait que je retrouve mes notes, la création de groupes de travail pilotés par, d'un côté, la FAA, l'agence de navigabilité aérienne américaine, et l'EPA, qui est l'agence américaine de l'environnement, qui sont tous les deux mis à piloter des groupes de travail qui aboutissent à une démarche qui s'appelle aujourd'hui EAGLE. EAGLE, c'est l'acronyme de Eliminate Aviation Gasoline Lead Emissions.
Donc éliminer les émissions de plomb du carburant aérien, dans lesquels on retrouve l'ensemble des acteurs, l'ensemble des pilotes et associations de pilotes, l'AOPA, l'EAA, donc ça c'est plusieurs centaines de milliers de pilotes dans le monde, hein, les constructeurs de moteurs, les constructeurs d'avions à travers la GAMA, leur syndicat professionnel, les organisateurs, les syndicats d'aérodromes, enfin l'ensemble des acteurs sont partie prenante de cette démarche Eagle et se sont fixés une sunset date, une date de coucher du soleil, au 31 décembre 2030. 31 décembre 2030. Donc ça sera en 2031 alors c'est en 2031 et là-dessus, ça c'est donc une démarche volontaire. Il y a une démarche réglementaire qui se met en place. Le gouverneur de Californie a fait voter une loi il y a 2-3 mois en disant, les gars, je suis très content que de façon volontaire, vous arrêtiez l'utilisation de l'avgas, que c'est son nom, hein, Aviation Gasoline, à partir du 31 décembre 2030. Nous, en Californie, on l'interdit à partir du 1er janvier 2031. Donc il y a une démarche volontaire jusqu'au 31 décembre 2030. Et si jamais, du point de vue des Californiens, ça n'aboutit pas, de toute façon, c'est interdit en Californie. Ce qu'il faut savoir qu'en Californie, il y a déjà des aérodromes qui interdisent la vente de l'avgas. Donc ça, c'est pour la situation américaine. En Europe, la situation est différente. Comme je l'expliquais, il y a la perception de la dangerosité ne se mesure pas de la même manière. Et par contre, c'est un réflexe lié à la dangerosité potentielle. Et c'est donc l'Agence européenne de traitement des produits chimiques qui s'en est emparée et qui a classé relativement tôt le plomb dans les substances nocives, puis de substances nocives en substances dangereuses, puis de substances à éliminer. Et donc, depuis 2022, le plomb, l'additif du plomb qui s'appelle TEL, c'est tétrahydryl LED, qui est donc les 0,56 grammes par litre que j'évoquais tout à l'heure, cet additif fait partie des substances cancérigènes ou cancérogènes, dont on ne veut pas. Et donc, passant dans cette situation-là, l'Union européenne a interdit l'usage du TEL pur à partir du 1er mai 2025. Pas 2030, 2025. Et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais à partir du 1er mai 2025, le TEL est interdit en Europe en usage pur. Alors, bien sûr, il y a eu des recours qui ont été déposés, notamment par Varter, BP, Puma, qui sont les 3 fabricants d'avgas en Europe. Il faut savoir que... Tu cites pas Total? Non, Total n'est pas fabricant d'avgas, n'est plus fabricant d'avgas. Total, aujourd'hui, distribue de l'avgas, mais Total, l'avgas que Total distribue, c'est un avgas qu'il achète à Varter et Puma, je crois. Et donc, il y a des recours qui ont été posés, et les informations qui circulent, c'est que le recours pourrait être accepté pour une date qui sera entre 2030 et 2032. Donc on revient à une situation comparable à celle aux États-Unis. L'urgence n'est plus de même nature, mais de toute façon, donc la date peut encore bouger. De notre point de vue, la messe est dite. La question, c'est plus si ça va être interdit, c'est quand ça va être interdit. D'accord. Est-ce que c'est uniquement l'UL 100 ou également l'UL 91 ? UL, ça veut dire unleaded, ça veut dire sans plomb. Sans plomb. Donc ces carburants-là ne sont pas touchés par la réglementation européenne. Voilà. Alors ça c'est le carburant qu'on retrouve, qu'utilisent notamment les ULM. Oui. C'est le carburant avec lequel tournent les moteurs Rotax. Donc alors, ça pose aussi la question, c'est pourquoi les ULM, eux, sont déjà à l'essence non plombée et que l'aviation dite classique, traditionnelle, elle est encore au plomb. C'est un problème de génération. C'est-à-dire que les moteurs Rotax ont été conçus bien plus tard que les moteurs Lycoming Continental qu'on utilise dans nos aéroclubs. Et donc, les moteurs Rotax ont été nativement construits avec un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles on va revenir, j'imagine, pour pouvoir supporter l'absence de plomb. Et donc, c'est pour ça que ça passe facilement. Et donc, on a fait naître des énergéticiens, on fait naître des carburants 94 UL, 91 UL et ainsi de suite. 94, 91, c'est le nombre d'octanes. Et on reviendra probablement sur ce qu'est ce nombre d'octanes. Et donc, qui sont aujourd'hui acceptables par des moteurs de faible puissance et qui ne le sont pas sur des moteurs de plus grosse puissance. Ça veut dire que ces carburants-là, les 94 et 91 UL, techniquement, dans la configuration des moteurs qu'on a aujourd'hui, ont du mal à faire tourner ces moteurs-là. Et c'est bien sûr une des réponses qu'on apporte avec NeoFuel et qu'on va développer après. Mais dans la configuration actuelle, un niveau d'octane de 91 et 94 est insuffisant pour faire tourner les moteurs dans la configuration actuelle. D'accord. Alors parlons-en tout de suite. Pourquoi ? Alors l'octane, au début, c'est un corps chimique.
C8H18, c'est un des composants du pétrole, un des composants naturels du pétrole qu'on retrouve dans l'essence. C'est un corps pur. Il faut bien avoir conscience que l'essence, ce n'est pas un corps pur, c'est un mélange d'alcanes, d'alcènes, d'un certain nombre de corps, et dans lesquels il y a l'octane. Et historiquement, dès les années 20, on a constaté que quand on avait de l'octane, un taux d'octane important dans l'essence qui alimentait les moteurs d'avions et de voitures, parce qu'on avait la même problématique dans les années 1920, quand on a constaté qu'on avait un taux d'octane suffisant, alors on évitait un certain nombre de problèmes qui sont les problèmes d'inflammation du carburant dans la phase compression. Bon, on va faire un petit peu de technique. Donc, on a des moteurs 4 temps, sur lesquels 4 temps, il y a un temps d'admission, un temps de compression, un temps d'explosion et un temps d'échappement. Donc, le deuxième temps, c'est celui de la compression. Donc, on a introduit dans la chambre, entre le piston et le cylindre, on a introduit un mélange air-carburant qu'on va vouloir enflammer à un moment donné grâce à une bougie. Et donc, la bougie, elle va déclencher une étincelle au moment qui va bien. Et c'est un peu avant l'arrivée au plus haut du niveau de compression parce qu'il y a une inertie. Et entre le moment où l'étincelle se fait et le moment où l'ensemble du mélange va s'enflammer, le piston continue à monter jusqu'à arriver à son point mort haut. Et le petit temps avant, ça s'appelle l'avance. Et donc, les constructeurs ont établi pour un certain nombre de moteurs, cette avance, elle était quelques instants. Et ces instants, ils se mesurent en degrés de rotation du vilebrequin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est sur 180 degrés de rotation qu'est le parcours réalisé par le piston. C'est les 20 derniers degrés pendant lesquels l'étincelle doit avoir lieu. On a fixé expérimentalement cette valeur-là, sauf que quand il n'y avait pas suffisamment d'octane, on rencontrait deux problèmes. Un problème qui est un problème de détonation. Ça veut dire que le carburant était suffisamment instable pour s'enflammer avant l'étincelle, donc trop tôt, donc pas de façon optimale. Et le pas de façon optimale, c'est à la fois une perte de performance et en même temps un risque pour le moteur si ça arrive vraiment très très tôt. Le deuxième problème, c'est le cliquetis. Et donc le cliquetis, c'est un autre mécanisme sur lequel la flamme ne se propage pas correctement. Je suis désolé, les motoristes vont un peu hurler, mais je suis obligé de faire court et d'expliquer un petit peu. Schématiquement, la flamme ne se propage pas correctement et on a quelque chose d'assez erratique. Et donc, on s'est aperçu que quand on mettait suffisamment d'octane, on n'avait pas ces phénomènes-là. Et en même temps, en augmentant l'octane, ces phénomènes-là, on les écartait à mesure qu'on augmentait la puissance du moteur. Donc, on avait besoin de beaucoup d'octane pour avoir la puissance du moteur. Aujourd'hui, et donc à la suite de ça, en 1921-22, les ingénieurs motoristes sont aperçus que si à la place de l'octane, ils mettaient un peu de plomb dans l'essence, on avait le même résultat. C'est ce qui a construit l'échelle d'octane. Donc l'échelle d'octane, c'est plus uniquement de l'octane pur, en quelque sorte, c'est l'équivalent de l'octane apporté par le plomb. Et donc c'est pour ça qu'on a mis du plomb, pour pouvoir avoir des essences qu'on maîtrise mieux, sur lesquelles on n'est pas obligé d'avoir de l'octane en tant que composant chimique, mais qui permet d'avoir le taux d'octane qui va bien. Et donc le taux d'octane, c'est l'échelle d'octane, initialement elle allait de 0 à 100. 100, c'était l'équivalent de 100% d'octane. Et aujourd'hui, on a des taux d'octane qui dépassent 100 parce que les hydrocarbures qu'on utilise ont un certain nombre de caractéristiques qui sont meilleures. C'est notamment le cas de l'éthanol, qui a un taux d'octane qui est de l'ordre de 110-115. On va en reparler de l'éthanol, parce que ça, c'est un carburant qui ouvre des perspectives pour l'aviation, qui en a déjà ouvert beaucoup pour l'automobile. À quand les carburants non polluants? La réponse de Franck, mais jamais. Dès qu'on consomme de l'énergie, on pollue. Tu es d'accord? Tout dépend de ce qu'on appelle polluer, quoi. Je veux dire que si polluer, c'est émettre du CO2, qui est aujourd'hui le polluant générateur de gaz à effet de serre qui nous préoccupe le plus, mais ce n'est pas le seul, bien évidemment. Je veux dire que si polluer, c'est ça, même les carburants de substitution qu'on sait imaginer aujourd'hui dans un moteur à combustion interne vont émettre du CO2. Toute la question, c'est est-ce qu'on émet à travers ça, est-ce qu'on rajoute la quantité de CO2 dans l'atmosphère ou est-ce qu'on la maintient constante parce qu'on est allé capter du CO2 initialement dans l'atmosphère pour fabriquer le carburant. Et c'est toute la force des carburants durables. C'est-à-dire qu'ils émettent autant de CO2 que dans leur combustion qu'un carburant fossile, sauf que le carburant fossile est allé chercher du carbone au fin fond des entrailles de la Terre, là où il devait y rester encore des centaines de millions d'années. On le sort et on le met dans l'atmosphère. Les carburants de substitution,
récupèrent le carbone qui est dans l'atmosphère, vont le faire brûler et réémettre du CO2, mais on reste à quantité de CO2 constante en quelque sorte. Après, la pollution, ça ne se limite pas à ça. Il y a d'autres éléments pollutifs polluants plutôt, de la combustion de nos moteurs, qui sont les émissions de la vapeur d'eau, les émissions de NOx, ainsi de suite. Gréjoule, le plomb est aussi un lubrifiant. Oui, on a découvert que le plomb favorisait le passage des imbrûlés entre la soupape d'échappement et le siège de la soupape d'échappement. En absence de plomb, il y a un certain nombre d'imbrûlés qui restent coincés entre les deux et qui vont continuer à faire des points chauds parce que bien sûr la soupape martèle son siège à travers le mécanisme. Et donc le plomb lubrifie en quelque sorte, le terme n'est pas tout à fait adapté, mais le plomb lubrifie cette situation et favorise donc, ou réduit l'usure de la soupape et siège de soupape. Problème qui a été découvert ou redécouvert en 2023 par l'Université of North Dakota, UND. Et donc les étudiants américains, les élèves pilotes, ont décidé qu'ils allaient voler propre, sans pollution. Et le voler sans pollution aux États-Unis, c'est voler sans plomb. Le carbone, pour l'instant, ce n'est pas encore un sujet. Et donc ils sont passés tous à l'UL 94, qui était un carburant qui avait été mis au point et certifié par une entreprise qui s'appelle Swift. Au bout de 28 000 heures de vol, donc une paille, quand on a une flotte comme ça tient facilement. Les mécaniciens, parce que c'est une université américaine qui forme aussi des mécaniciens, les mécaniciens ont levé le doigt, on arrête ces bêtises, parce qu'on est en train de détruire nos moteurs avec nos soupapes et sièges de soupapes. Et donc, l'UL 94, qui était un carburant sans plomb, n'avait pas pris en considération, y compris à travers la certification FA qui était associée à ça, l'usure de soupape et siège de soupape. Problème qui a été pris en considération suffisamment tôt par les constructeurs de moteurs automobiles, puisqu'on a abandonné l'abandon en fin des années 1990 ou début des années 2000. C'était largement anticipé en tant qu'information, en tant que prise en considération. Dès le début des années 70, les informations ont commencé à circuler et dès 80, tout le monde savait que 20 ans plus tard, il n'y aurait plus de plomb dans les carburants. Et ça, c'est une question, l'absence de dégradation de soupape grâce au plomb, c'est une question qui était connue largement et qui a été anticipée avec la suppression du plomb en modifiant le couple métallurgique soupape et siège de soupape. Et aujourd'hui, sur ma voiture, sur la tienne, on ne se pose plus jamais la question de la dégradation de nos soupapes en mettant de l'essence sans plomb. Parce qu'il y a les bons couples qui vont bien. Tu parles de cette université du Dakota du Nord, donc la plus grande université des États-Unis et puis sans doute du monde occidental. Je sais aussi qu'ils avaient commandé des pippers équipés de moteurs diesel. Ils en ont commandé une centaine. Est-ce que la solution, c'est pas ça? C'est le diesel? Le diesel, c'est une des solutions pour l'abandon de l'avgas. Mais ce n'est probablement pas la meilleure des solutions pour la disparition du CO2. Alors, apparemment, dans l'automobile, c'est pas ce qu'on a choisi, oui, pour faire disparaître le CO2. Pour l'automobile, pour l'aviation, le kérosène, parce que c'est de ça dont il s'agit. Oui. Aujourd'hui, il y a l'usage de kérosène durable, ce qu'on appelle donc les SAF, Sustainable Aviation Fuel. L'usage du kérosène durable, c'est la voie majeure de décarbonation du transport aérien. Cette voie majeure, elle est aujourd'hui construite, elle est difficile à monter en puissance. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu en gros l'équivalent de 2% du kérosène mondial qui a été produit sous forme SAF. Et l'Europe a un scénario qui dit en 2050, on devra avoir 70% des carburants de l'aviation du transport aérien qui devront être du SAF, alors avec une distinguo entre le SAF d'origine biologique et le SAF de synthèse. Et donc il y a une échelle progressive qui dit qu'en 2035, donc pour arriver à 70%, on y va progressivement, et qui dit qu'en 2035, on devra avoir 20%. Aujourd'hui, personne dans l'industrie ne sait expliquer comment on va obtenir 20% de SAF en 2035. S'il n'y a pas de SAF disponible pour l'aviation commerciale, il n'y en aura probablement pas disponible pour l'aviation générale. Donc la solution du moteur diesel, c'est une solution qui a été retenue notamment par Continental pour ces nouveaux avions, mais qui aujourd'hui répond partiellement à ce problème modulo la disponibilité du kérosène propre et qui de toute façon n'adresse pas la problématique des 288 000 avions qui dans le monde constituent la flotte existante aujourd'hui. Voilà, parce qu'effectivement, on ne va pas le 31 décembre 2030 arrêter de voler tous ces avions et les remplacer par des neufs. Ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir continuer à voler. Et donc, alors c'est là où on en arrive aux solutions
qui sont proposés. Et comme je le disais donc tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire que tous les jours, il y a un article sur les avancées et donc des producteurs de carburants de substitution. Et là, aujourd'hui, on est rentré dans la phase de commercialisation des premiers litres de carburants de substitution. Ça, c'est aux États-Unis. En Europe, on n'en parle pas. Aux États-Unis, je propose de différencier les effets d'annonce de l'annonce des effets. Ah bon ? Parce que ça ne marche pas pareil en Europe et en... Sauf qu'en Europe, on n'a pas d'effet d'annonce, ou pas encore. Aux États-Unis, il y avait la démarche Eagle que je décrivais tout à l'heure. Dans cette démarche Eagle, aujourd'hui, il y a deux fabricants de carburant, deux élaborateurs de carburant, un qui s'appelle Swift, l'autre qui s'appelle Gami. Gami, il est connu depuis longtemps, c'est des gens qui faisaient des injecteurs calibrés pour les injections mécaniques. Parce que je t'interromps, mais dans l'article que j'ai lu ce matin, on parle donc de l'aboutissement de travaux qui ont commencé en 2012. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, Gami et Swift revendiquent l'un et l'autre de mettre sur le marché des carburants. Ils revendiquent des situations qu'ils ont du mal à revendiquer techniquement. À savoir que l'un et l'autre disent qu'ils disposent de l'accord de la FAA. Certains disent que c'est un STC. On peut chercher violemment le STC, il est difficile à trouver. STC, donc c'est STC, c'est un Supplemental Type Certificate. C'est la certification d'une modification d'un produit qui est déjà certifié. C'est ça. Alors, il y a deux produits certifiés, deux certifications qui nous intéressent, c'est la certification d'avion et la certification de moteur. On sait modifier ces moteurs, on sait modifier ces avions. Mais pour garder leurs caractéristiques certifiées, c'est-à-dire qui répond à une exigence minimale de sûreté de fonctionnement, pour garder ce critère-là, on fait un morceau de certification qui s'appelle STC, Supplemental Type Certificate, qui est en fait qui est aussi rigoureux qu'un Type Certificate, mais qui porte juste sur la partie de la modification et de son périmètre. Et donc aujourd'hui, la solution retenue par Gami et Swift, c'est d'obtenir un STC sur un grand nombre ou l'ensemble des moteurs qui les concernent pour pouvoir autoriser cette utilisation. Et ce STC devrait être décliné dans le manuel de vol de chacun des avions qui, au chapitre 7, si je me souviens bien, précise quels sont les carburants utilisables. Et donc, on devrait avoir une ligne supplémentaire dans ce chapitre C, y compris, donc il y a la 100LL éventuellement, et l'UL 94, l'UL 91, l'UL 94 on n'en a pas en Europe, et éventuellement le Swift ou le Gami. On n'en est pas encore là. Au-delà des revendications des uns et des autres, aujourd'hui, la grosse difficulté de ces gens-là, de Swift et Gami, c'est de ne pas disposer de cadres réglementaires sur lesquels ils vont accrocher la définition de leurs produits. Donc il y a aujourd'hui des cadres réglementaires qui s'appellent les normes européennes pour le carburant routier, ça s'appelle EN 228, qui définit exactement à quoi correspond un SP95, un SP98, ainsi de suite. Il y a d'autres cadres réglementaires qui s'appellent ASTM. L'ASTM, c'est une association américaine devenue internationale qui établit des normes. Et donc, l'idée, c'est de dire, moi, je suis conforme à telle norme, je suis conforme à telle norme. Et la certification, c'est l'attestation par un tiers, par une autorité, de cette conformité. Il ne suffit pas de dire « moi, je suis conforme » pour que ce soit vrai. Aujourd'hui, leur première difficulté, c'est de raccrocher leur carburant, le Swift 100R ou le Gami G 100UL, de raccrocher ces carburants à une spécification, à une norme. Aujourd'hui, ils ont décidé l'un et l'autre qu'ils ne pouvaient pas se raccrocher aux normes qui existent sur les carburants sans plomb. Donc il y a une norme qui existe, une ASTM qui existe, et donc ils ont choisi de ne pas se raccrocher à cette norme-là. Ça veut dire que s'ils ont choisi, ça veut dire que techniquement leur composition ne répond pas à ces exigences-là. Or, pour pouvoir certifier un produit, il faut savoir ce qu'on certifie. Il faut qu'il y ait une norme qui définit le produit, qui décrit le produit qu'on veut certifier. Si j'ai pas de produit, eh ben alors M. Gami ou M. Swift peut dire « moi je vous livre du Swift », je vous livre du Gami, personne ne sait vérifier que c'est conforme, c'est identique au Swift ou au Gami que j'ai livré la semaine dernière. Je suis le seul à pouvoir la tester. Bien évidemment, du point de vue réglementaire, ça ne fonctionne pas. Mais ils ont pourtant commencé à distribuer. Ah oui, ils ont commencé à distribuer, mais ça c'est... Aujourd'hui, il y a un certain nombre de lacunes réglementaires, d'incertitudes réglementaires, qui finiront par être traitées par les tribunaux, dans laquelle la FAA s'est engouffrée peut-être avec un peu d'imprudence, et qui leur permet aujourd'hui d'annoncer
qui vendent du carburant. Mais d'abord, il y a cette incertitude réglementaire. Deux, cette incertitude réglementaire, elle est aussi associée à une incertitude de santé publique. Parce que comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, rien n'exclut que demain, je dis du manganèse parce que c'est ce qu'on imagine, mais dire que j'en sais rien en fait, ce qu'il y a dedans, mais si c'est du manganèse, rien n'exclut qu'un certain taux de manganèse soit constaté comme étant aussi nocif pour la santé publique que le plomb. Mais alors tu es en train de dire que ces deux carburants, le Swift d'un côté, Gami de l'autre, sont secrets, sont ah oui, clairement. On ne connaît pas la formule. C'est un peu comme la chartreuse. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Peut-être, probablement. Bon. Mais la différence, c'est que la chartreuse, c'est bon. Ah, peut-être. D'ailleurs, j'ai jamais essayé de boire du Gami et du Swift et je pense que je suis pas prêt d'essayer. Et donc, on a deux carburants qui sont en train de naître dans une incertitude réglementaire qui ne sont pas stabilisés. Il ne faut pas perdre de vue que la première génération de Swift, c'était un 94 UL dont on a vu les dégâts dans l'université of North Dakota. Donc, qu'un industriel ait plusieurs versions de son produit, ainsi de suite, gagne en maturité, ça ne me choque pas, c'est l'ordre des choses. Mais ça montre effectivement ce qui existe. Donc, incertitude sur le réglementaire, incertitude sur la santé, émission de CO2 net, parce qu'aujourd'hui, c'est des carburants qui sont d'origine fossile. Donc je ne résous pas mon problème du CO2 qui est la prochaine question. Aujourd'hui, on essaye de répondre au problème du plomb, mais la question suivante, ça va être la question du CO2. Parce que ça a beau être donc un mélange secret, on part de quoi On part de toute évidence. Alors, comme c'est secret, je ne le connais pas par définition, je peux imaginer que, au lieu d'avoir, on part de toute façon d'une base d'essence fossile. C'est la base d'essence. Voilà. Ça, on part quand même. Ça, c'est clair. C'est donc les additifs. Les additifs qu'on ne connaît pas. Et l'additif, qui était l'additif du plomb, qui était le 0,56 g par litre. Ouais. Demain, on peut dire c'est 0,56 g de poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin Gami, la poudre de perlimpinpin Swift. Ah oui, donc c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Le cinquième critère, c'est que tous ces produits-là, aujourd'hui, valent plus cher que la 100 LL. Alors, c'est difficile de se baser sur le prix actuel à l'instant T avec ce qui va être dans 5 ans ou dans 10 ans, bien évidemment. On peut imaginer qu'il y ait, au moment où on lance un produit, qu'il y ait plutôt une mécanique de prix d'appel pour le rendre attractif. Aujourd'hui, le mécanique de prix d'appel, entre guillemets, c'est 20 centimes plus cher que l'avgas sur les terrains sur lesquels il était précédemment distribué. Et ça, c'est quelque chose qui est annoncé depuis un certain nombre de mois par Gami et Swift. Ils vont être plus chers. Mais alors, donc les producteurs de ces produits, de ces carburants, ont commencé donc à annoncer qu'ils commençaient la distribution. Mais est-ce qu'il y a déjà des avions qui volent avec? Il y a déjà des avions qui volent avec un certain nombre de carburants de façon expérimentale. Oui. Mais ce n'est pas parce que j'ai un avion qui a fait 200 heures, 500 heures, que j'ai démontré la fiabilité et la tenue dans le temps de cette sûreté de fonctionnement. C'est bien sûr insuffisant. Et donc, il y a d'autres choses à faire. Et puis, mon avion peut être un avion bien particulier. Oui. Et ne pas représenter la réalité de la situation sur l'ensemble de la flotte. Nous, ce qui nous intéresse, et c'est le rôle, la mission qu'on s'est fixée avec Neofuel, c'est d'adresser la totalité, voire la quasi-totalité, parce qu'il y a toujours quelques cas exotiques, de la flotte qui existe aujourd'hui. D'accord. Alors, un petit retour en arrière, tu parlais de STC, donc de certification complémentaire. C'est Gréjoul qui fait remarquer que le motoriste Lycoming approuve une liste de moteurs à faible puissance, le Samplon UL 91, avec l'accord de l'EASA, donc sans STC. D'abord, Lycoming a émis, alors je ne sais plus, il y a peut-être 5-6 ans, je pourrais retrouver la date, une Service Information Letter qui s'appelle le numéro 1070, qui identifie, ça doit faire 7-8 pages de document, qui identifie sur l'ensemble des moteurs Lycoming l'acceptation des différents carburants. Et dans la colonne de droite, l'acceptation, elle est modifiée soit par un rond noir, soit par l'absence, on valide ou non valide, le N228. Le N228, c'est la norme européenne des carburants routiers. Il y a une petite ligne qu'il faut lire dans cette 1070, dans cette Service Information Letter, elle est petite, qui dit que ça c'est valable tant que les carburants en question contiennent moins de 1% d'éthanol. Or, en Europe, l'ensemble des carburants ou la quasi-totalité des carburants SP95 et 98 contiennent de l'éthanol. C'est une règle européenne aujourd'hui que d'introduire progressivement de l'éthanol dans les carburants routiers. Et donc aujourd'hui, l'obligation pour l'ensemble des fabricants de carburants,
c'est aujourd'hui d'avoir au moins 5% d'éthanol dans la totalité de leur carburant. Ce qui leur permet d'avoir encore du SP95 et SP98 qui est sans éthanol. La plupart, ils sont marqués E05, E10. E05, ça veut dire au maximum 5% d'éthanol, E10 au maximum 10% d'éthanol, et d'avoir du E85. Et en valeur moyenne, d'avoir du au moins 5%. Ce au moins 5%, la réglementation européenne a prévu de la faire croître. Et aujourd'hui, dans un horizon relativement court, sur 2030, devrait passer à 13%. Donc progressivement, les quelques ressources qui existent aujourd'hui de SP95 et SP98 dans la pompe de certaines distributions, et pas toutes les stations-service, ça va disparaître. Cette Service Information Letter 1070, elle ne prend pas en compte la spécificité des carburants européens qui contiennent de l'éthanol. D'accord. Grégoule précise qu'il parlait du samplon aviation UL91. Ouais. L'UL91, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure. Il est effectivement samplon. C'est un carburant qui aujourd'hui est d'origine fossile, donc qui n'aborde pas la question du CO2, mais qui a un indice d'octane de 91, qui est insuffisant pour un grand nombre des moteurs les plus puissants avec des taux de compression les plus élevés. En Europe, pour l'instant, on n'entend pas parler de recherche sur les carburants. On a l'impression que l'Europe, une fois de plus, attend de voir ce qui va se passer de l'autre côté de l'Atlantique pour avancer. Toi, tu as pris le devant et là, tu proposes une autre solution. Alors, avant de passer à l'autre solution, je voudrais dire que ce que j'ai dit sur Gami et Swift, je décris la situation, les difficultés dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils n'arriveront pas à réussir à résoudre leurs problèmes. Mais je dis, voilà, je réponds à la question, ce que je vois aujourd'hui, c'est dans les deux cas des gens intelligents, des gens qui ont des moyens, donc qui devraient finir par résoudre leurs problèmes. Qui ont en même temps un problème sur lequel je vais revenir, c'est qu'ils déclarent que leurs produits ne sont pas miscibles. Ça veut dire que si demain tu choisis du Gami, choisis du Swift, on ne va pas pouvoir se poser sur les mêmes terrains. Ça constitue un sacré problème. Ça voudrait dire qu'il faudra qu'il y ait au moins 2 pompes sur le terrain. Oui, comme tous les terrains n'auront pas de pompes, il faudra qu'on choisisse les terrains sur lesquels on va se poser. Et donc, face à cette situation, et mon souci profond de travailler à la réduction de mon empreinte carbone en tant que pilote, je veux dire que charité bien ordonnée commençant par soi-même, moi je me suis posé la question et j'ai aujourd'hui commencé à migrer une partie de mon activité de pilote avion sur le pilote de planeur. J'avais une vieille licence de pilote de planeur que j'ai remis à jour, ainsi de suite. Le plaisir, c'est toujours d'être en l'air, de piloter. Et donc, voilà. Et donc, au-delà de ça, au-delà de ma situation personnelle, il y a une situation globale. Il dit, voilà, le changement de carburant, l'obligation de changement de carburant, c'est une fabuleuse opportunité de rebattre les cartes et d'imaginer ce qu'on peut mettre comme carburant correct dans nos avions. Et parmi les carburants corrects dans son avion, il y a le E85 qu'on évoquait tout à l'heure, donc ça s'appelle superéthanol. C'est un carburant qu'aujourd'hui on peut acheter à la pompe dans les 2/3 des stations-service en France, qui est distribué dans la plupart des pays d'Europe, distribué aux États-Unis, au Brésil. Enfin bref, c'est un carburant qui est disponible avec une même norme. Là on a une norme qui définit ce qu'est ce carburant, à la différence des situations que je décrivais tout à l'heure. Et donc ce E85, c'est la première question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Et l'analyse technique qui découle, c'est on sait l'utiliser parce qu'on sait l'utiliser à travers des systèmes qui s'appellent injection et allumage électronique, qui sont les dispositifs qui sont sur nos voitures depuis... C'est apparu au milieu des années 70, ça s'est réparti, et puis aujourd'hui, il n'y a plus une seule de voitures qui sont équipées d'un carburateur et de vis platinées, qui sont les deux éléments un peu emblématiques de chacune de ces technologies, qui sont encore présents sur nos avions. Les moteurs Lycoming Continental de nos avions ont été conçus dans les années 40, 50 et ont très peu évolué de ce point de vue. Et aujourd'hui, on a encore des magnétos sur nos avions. La magnéto, c'est une génération d'impulsion électrique pour venir allumer les bougies. On a encore des carburateurs qui sont le moyen de mélanger l'essence et l'air pour l'introduire dans la chambre de combustion. Les systèmes d'injection et d'allumage électronique tirent profit de l'électronique, comme son nom l'indique, des technologies bien plus fines, et permettent d'optimiser tout ça. Et c'est cette optimisation de tout ça, donc cette optimisation de la combustion, en maîtrisant à la fois la quantité et le moment auquel on introduit le carburant dans la chambre de combustion, à travers des injecteurs électroniques, et la maîtrise du moment auquel on crée l'étincelle, et la durée de l'étincelle, la forme de l'étincelle, tout ça c'est maîtrisable, et tout ça c'est adaptable à chacun des carburants qu'on utilise. Et donc ça, c'est donc le projet de NeoFuel,
que de proposer, NeoFuel, c'est donc l'entreprise qu'avec 3 associés, nous avons créé ces derniers mois, le projet de NeoFuel, c'est de proposer à l'ensemble de la flotte des avions Lycoming qui utilisent des Lycoming Continental. Pour l'instant, Rotax, on le laisse de côté parce que c'est une configuration physique, technique un peu différente. Nous, on va produire et certifier des kits qui vont permettre d'installer l'injection et l'allumage électronique. Unicorn, avec qui j'ai commencé à travailler il y a maintenant en gros 1 an, on a mené des réflexions ensemble, on proposait dans le monde ULM, sur le Rotax, le changement des moteurs qui utilisaient les carburateurs, en supprimant le carburateur, en introduisant un système d'injection électronique et en s'appuyant sur le système d'allumage électronique qui existe déjà. Ça, c'est l'offre d'Unicorn, une injection électronique. Nous, on a besoin de supprimer les carburateurs de la même manière, donc on va installer une injection électronique, mais on a besoin aussi d'avoir la fiabilité et la souplesse d'un allumage électronique. Donc on va proposer les 2 produits et l'intégration des 2, bien évidemment. Et on va commencer par l'allumage électronique à travers la magnéto. Donc le but poursuivi est le même. Les moyens, les chemins pour donc utiliser un carburant dont l'empreinte carbone est nettement moindre et se sortir du plomb. Même si jusqu'à présent le moteur Rotax à carburateur pouvait utiliser l'UL91. Donc il avait déjà sa solution sans plan. Alors que, je dis nous, dans l'aviation certifiée, on n'a pas notre solution sans plan. La différence aussi, c'est que eux, donc Unicorn, travaillent sur des moteurs Rotax, c'est-à-dire en dehors d'un cadre réglementaire, tandis que toi, ce que tu proposes avec NeoFuel, vous êtes dans un cadre très strict, avec au-dessus de votre tête l'EASA et la FAA, donc les 2 autorités de certification. Donc ce n'est pas la même façon d'aborder le problème. Bien sûr. Nous, dans notre cahier des charges initial, on a la certification du produit. Parce qu'en fait, on ne certifie jamais, c'est une très mauvaise pratique d'essayer de certifier un produit qui a déjà été conçu. Il faut concevoir un produit pour le certifier. Et donc, ça fait partie de notre cahier des charges initial. Le marché de l'aviation à piston est faible, 0,01% du marché auto. Difficile d'investir sur un marché en baisse. Donc ça je dirais, c'est plus concernant les pétroliers, ça, non ? La solution qu'on préconise et que je n'ai pas encore décrite, on va y venir, elle se propose en fait de pouvoir utiliser la totalité des carburants routiers. Donc on ne change rien du point de vue de la production de carburant. C'est ce que veut dire Gréjoul, c'est-à-dire que plutôt que de chercher à inventer un nouveau carburant pour l'aviation, ce serait de trouver une solution d'adapter les avions au carburant automobile. Alors venons-en à NeoFuel. Alors NeoFuel, c'est donc une entreprise toute jeune qui a été créée ce printemps. Nous sommes 4 cofondateurs qui proposent de déployer les solutions d'allumage et d'injection électronique sur les quelques 280 000 avions qui existent dans le monde aujourd'hui. En résumé, donc, tu proposes un kit qui va permettre de continuer à voler comme avant. Il suffira de... Alors, donc le kit, c'est d'être transparent et d'utiliser les carburants routiers disponibles aujourd'hui. D'accord. Et d'avoir une ouverture sur les carburants routiers qui pourraient apparaître demain. Et donc, carburant routier, c'est SP95, SP98, 85. Mais on introduit aussi la possibilité de continuer à utiliser la 100LL, l'UL91, dans certaines limites, parce que son taux d'octane est un peu faible. Et puis, peut-être demain, Gami et Swift, le jour où on saura exactement ce qu'il y a dedans et comment on peut les utiliser. L'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle un produit multi-fuel. C'est-à-dire qu'on mette le carburant qui appartient à la liste qui va bien, qu'on veut dans le réservoir. Donc, progressivement, j'aurais pu mettre du E85 et le lendemain du SP98. Donc, mon taux d'éthanol va varier, ainsi de suite. Donc, on a un ensemble de capteurs qui viennent analyser les caractéristiques du carburant et les caractéristiques de la combustion. Et avec tout ça, on a une intelligence à travers ce qu'on appelle un ECU, c'est Engine Control Unit, qui est en gros un FADEC qui va réguler l'ensemble. Et donc notre stratégie, c'est donc de déployer ces technologies qui sont matures, c'est-à-dire qu'elles existent depuis les années 80 sur l'automobile. Sauf que l'automobile, ça ne vole pas très haut. Oui. Ça roule pas dans une amplitude de température aussi large que ce qu'on voit avec nos avions. Et donc, il faut qu'on étende l'expérience acquise sur les automobiles sur le domaine de vol. Et en même temps, il faut qu'on certifie tout ça. Donc, c'est un travail qui à la fois paraît simple, mais en même temps qui est volumineux.
et qui aujourd'hui nécessite plusieurs dizaines de millions d'investissements pour faire tout ça. D'accord, mais d'un point, la technologie existe. La technologie, il faut l'adapter. Il faut l'adapter. La technologie, elle existe sur on a identifié aujourd'hui 9 briques technologiques pour constituer les produits qu'on va livrer. Mais c'est 9 briques à développer simultanément ou tu peux le faire progressivement? Alors, il y a une progressivité parce qu'on va avoir une progressivité de livraison sur le marché. Mais chacune de ces 9 briques ont leur propre feuille de route technologique pour être développées et pour arriver à la maturité qui correspond à celle de la certification au moment où on en a besoin. C'est toute la difficulté de l'organisation d'un programme. Je veux dire qu'on n'est pas les premiers à organiser un programme complexe. Et donc, parmi ces 9 briques, par exemple, j'ai le traitement de l'éthanol. On a un problème sur l'éthanol parce qu'on a bien compris que notre cible, c'est d'être multifuel, mais on est persuadé que le marché choisira naturellement le super bioéthanol. Pourquoi ? 0,80 € à la pompe à Mérignac avant-hier à côté de chez moi. Et le dernier plein que j'ai fait sur le DR400, c'était 2,90 €. Le 100 LL. La 100 LL. Voilà. D'accord. Il y a 2 € d'écart entre les deux. Alors, on peut imaginer que dans une version aéronautique, le E85 livré comme il faut, ainsi de suite, augmente un peu, hein, mais il y aura toujours un écart. Et donc, cet écart, il est très favorable. Alors que je rappelle, la solution Swift et Gami, l'écart est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Donc la première raison, c'est celle-là. Puis la deuxième raison, c'est aussi spontanément la sensibilité écologique des pilotes qui grandit et qui est de plus en plus importante en Europe, qui est encore très lente aux États-Unis, mais qui existe. Hein. Et puis derrière, la réglementation sur les émissions carbone, la taxe carbone que prennent les carburants, elle va s'appliquer aussi, et donc il y a un sens naturel de l'histoire d'augmentation de la taxe carbone pour conduire les consommateurs à réduire les émissions. Quand il s'agit d'une taxe carbone appliquée sur du SP98 avec 0% de biocarburant, c'est 100% de taxe. Quand ça s'applique sur un carburant qui a 85% de biocarburant, c'est 15% de taxe. Donc, la taxe, elle va continuer à évoluer, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est le sens de l'histoire, mais elle progressera beaucoup moins vite sur un carburant qui intègre beaucoup d'éthanol. Donc, notre vision, c'est donc multifuel et le marché choisit le super bioéthanol. Mais il y aura une phase de transition. Naturellement, je veux dire que si la date c'est 31 décembre 2030, encore je disais, il y a une incertitude en Europe 2030-2032, mais si on dit 31 décembre 2030, personne ne peut imaginer que tout va basculer du 31 décembre au 1er janvier. Il y a des gens qui auront anticipé, des gens qui seront en retard parce qu'ils auront encore des cuves à utiliser, ainsi de suite. Donc notre solution multifuel, elle intègre aussi l'existence de ces carburants pendant une certaine durée. Enfin, la solution, elle intègre la totalité du carburant pendant toute la durée, mais ces carburants ne seront présents, notamment la 100L, ne sera présent que dans une petite durée. Mais tu parlais donc de plusieurs briques qui vont être mises en place les unes après les autres. La première, ce sera à quelle échéance? Et l'ensemble, à quelle échéance? Alors aujourd'hui, notre schéma industriel prévoit que dans un peu plus de 2 ans, donc en 2027, on livre la première brique qui était en fait une magnéto. Et je reviendrai là-dessus, une magnéto intelligente, électronique, et je vais décrire ce qu'il y a dedans. La deuxième brique, c'est ce FADEC qui devrait arriver en gros 1 an plus tard. Et un FADEC qui, dans un premier temps, est limité au carburant avec un faible taux d'éthanol. Et la troisième brique, c'est l'extension complète au E85, dans laquelle on intègre notamment, on traite la question de l'hydrophilie de l'éthanol. L'éthanol est un corps qui est hydrophile, qui intègre la flotte. Et c'est pas comme dans la 100 LL où le matin, je peux faire la purge de mon réservoir, je récupère un demi-verre de flotte. Là, dans l'éthanol, l'eau est intimement incluse dans l'éthanol. Donc je ne sais pas les vidanger, il n'y a pas une différence de masse, je ne sais pas le vidanger. Par contre, il y a des systèmes de filtration avec ou sans pression qui permettent de filtrer ça et de retirer la quantité d'eau dans l'éthanol et d'arriver à une combustion avec un éthanol qui est largement déshydraté. Donc il y a toute cette question-là, la question aussi du traitement du circuit carburant. Parce qu'on a des circuits carburants qui sont aujourd'hui qui contiennent des réservoirs qui sont étanchéifiés avec des joints d'étanchéité, des PR, avec des joints sur le sélecteur carburant, ainsi de suite. Et donc des polymères qui sont pas favorables à la présence de l'éthanol. Donc on a tout ce parcours-là sur le circuit carburant.
pour le rendre compatible avec l'éthanol. Mais alors ça veut dire que chaque fois que vous allez sortir une nouvelle brique, il va falloir emmener l'avion chez le mécano. Et puis alors comme en ce moment on sait que les mécanos ont des délais très longs, et je ne parle même pas des tarifs, hein, le marché de l'emploi est ce qu'il est. Ça veut dire que chaque fois il va falloir ouvrir les capots, passer du temps dessus, immobiliser l'avion. Est-ce que c'est une bonne stratégie ça? Alors, la bonne stratégie, c'est ça. J'ai claqué dans les doigts et mon avion est modifié. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle la solution drop-in. Drop-in, c'est-à-dire je remets le carburant sans m'occuper de quoi que ce soit. Ouais. Et c'est ce que propose Gami et Swift. Et on l'a vu, dire que c'est compliqué. Ils n'ont pas encore atteint leur solution. C'est de toute façon carboné et c'est de toute façon plus cher. Donc notre solution, elle a des inconvénients. L'inconvénient, c'est son investissement. Oui. On va voir qui s'amortisse, comme tout investissement, qui s'amortisse sur une certaine durée. Et notre solution, elle va justifier effectivement l'ensemble. Mais le côté magique, c'est la vision qu'on en a. C'est-à-dire qu'on a une vision aujourd'hui du nombre d'avions qui vont devoir changer de situation. Et alors justement. Et donc, il y a les moyens à travers ça, en mobilisant les acteurs, en disant, parce que de toute façon, l'alternative, si c'est le 31 décembre 2030, au 1er janvier, ou 6 mois après, il n'y a plus de carburant. Voilà. Donc la solution, c'est soit je trouve une grande poubelle pour mettre mon avion, ou je le suspends dans un musée. Il n'y a pas suffisamment de musées pour suspendre les 280 000 avions du monde. Et donc, cette situation-là, il faut l'anticiper, et ça fait partie de l'ensemble du projet qu'on travaille. Et même s'il y avait des grandes poubelles, on remplacerait ces avions par quoi? Parce qu'aujourd'hui, les moteurs que continuent du moins que produisent aujourd'hui l'Icoming et Continental, on parle des deux parce que ce sont les deux principaux quasiment exclusivement deux constructeurs de moteurs d'avions légers. Mais est-ce qu'eux produisent aujourd'hui des moteurs qui sont multi-carburants? Non plus. Non plus. Un moteur qui sort aujourd'hui d'une chaîne de fabrication aux États-Unis, il va falloir l'adapter. Le rétrofiter. D'accord. Ou alors considérer la solution Gami et Swift. Parce qu'encore une fois, je veux dire qu'on ne prétend pas être capable d'adresser 100% du marché. Donc, il y aura bien d'autres solutions qui apparaissent, et les seules solutions qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est les solutions Gami et Swift, mais d'ici 2030, on peut imaginer qu'il y en ait d'autres. Donc alors, on en revient... Le premier... C'est une magnéto. Une magnéto qui s'installe de la même manière que les magnétos dont on dispose aujourd'hui. En lieu et place. En lieu et place. Donc, c'est pas une grosse opération. Non, c'est pas une grosse opération, et en plus, son dispositif interne permet de faciliter le calage. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a des réglages de calage par rapport au point mort haut d'un des pistons. On a des solutions qui permettent et donc c'est une magnéto qui est autonome en termes d'énergie par rapport à qui est identique en termes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut développer la magnéto. Et également donc la faire certifier. Ah, bien sûr. Quand je dis développer, donc ça veut dire une pile comme ça de formulaires à remplir. Donc une certification, c'est globalement la réponse à des questions qui sont posées par le texte de certification. Et la partie du texte de certification qui nous concerne sur la magnéto, c'est une partie de la CSE, pour un engine en Europe, et la part 33 aux États-Unis. Et on s'attend, et donc chaque ligne du texte, dans chaque ligne, il y a un verbe en quelque sorte, et chaque verbe correspond une ou deux questions. Dire comment est-ce que tu démontres que tu fais ça alors que le texte prescrit ça. Donc on s'attend en gros à avoir, 100 ou 150 questions à répondre. On ne certifie pas un avion, quoi. On certifie qu'une magnéto. Pour une magnéto, mais la même chose dans les FAA et la même chose dans les hasards. Et puis avec des questions probablement un tout petit peu différentes. Mais pour un ingénieur, c'est pas un problème. Alors, c'est pas pour au contraire. Ouais, non, c'est pas pour un ingénieur, c'est pour une équipe qui a l'habitude de faire une certification. C'est un travail sérieux, mais ça n'a rien d'impossible. C'est un travail qu'il faut planifier, sur lequel il faut recruter du monde et qu'il faut être capable de financer. Et ça, c'est probablement une des difficultés. C'est bien plus difficile de notre point de vue en tant que start-up que de réussir à financer l'ensemble. Les difficultés, elles ne sont pas sur les travaux techniques. Il y a des travaux techniques à réaliser, l'adaptation aux nouvelles conditions, mais ce n'est pas ça la grosse difficulté. La grosse difficulté, c'est le financement, c'est le recrutement. Alors, financement, on a vu que les fabricants, les startups qui proposaient des eVTOL, c'est-à-dire des taxis volants électriques,
dans un premier temps, n'ont pas eu de mal à lever énormément de fonds sur des produits qui étaient complètement utopiques, qui le restent d'ailleurs, et sur un marché qui n'existe pas et qui va être créé. Là, c'est différent. Là, on sait qu'on a devant nous un parc complet d'avions qui, en fin 2030, risque d'être cloué au sol s'il n'y a pas de solution. Donc, ça veut dire que les propriétaires de ces avions sont obligés de signer un chèque. C'est l'un des points forts du projet, c'est d'avoir identifié effectivement ce marché qui est en quelque sorte un marché captif, mais qui n'est pas uniquement captif de néo-fuel, hein. J'explique, nous, dans notre scénario, le rêve les plus fous, on fait 30% de part de marché. Il y a d'autres acteurs qui vont faire les 70%, quoi, c'est clair. Et donc là, il y a effectivement un marché qui est calibré, qui est identifié, qui est captif de son calendrier, hein, et sur lequel on joue. Et donc ça, c'est, de notre point de vue, c'est quelque chose qui doit être bien sexy pour un investisseur. Et vous avez commencé à prospecter les investisseurs? Oui, bien sûr. Alors on a d'abord un premier tour de table, dans lequel, donc un premier tour de table modeste, puisque j'expliquais qu'il va nous falloir entre 20 et 30 millions pour dérouler l'ensemble des produits jusqu'à leur certification, parce qu'il s'agit de tous les moteurs des séries 200, 300, 400, 500 chez Lycoming Continental, avec toutes leurs versions, et aussi toutes les cellules, les différentes cellules d'avion, puisqu'on a vu qu'on allait toucher au circuit carburant à travers la question de l'éthanol, donc toutes les cellules d'avion. Donc, il y a bien sûr des éléments génériques, mais par exemple, Emmanuel Davidson, qui est l'un des associés et qui est un très grand expert de l'aviation générale, a identifié que sur le Cessna 182, il y avait 18 modèles de réservoirs sur le Cessna 182. Au cours de l'histoire du Cessna C182 et ses diverses variantes, hein, il y a 18 modèles de réservoirs. Donc on a 18 cas qu'il faut qu'on examine pour comprendre comment est-ce qu'on va le rendre insensible à l'éthanol. Bien sûr, il y a des solutions génériques qui vont se déployer sur l'ensemble, hein, mais dire que voilà, cette profondeur-là, c'est une profondeur importante et c'est celle qui justifie l'ensemble des investissements qu'il faut réaliser. 18 cas particuliers, et comme le fait remarquer Franck May, c'est juste pour le 170-172. Ouais. Bon, je crois que c'est 182. Mais bon, 182 peu importe, aussi. Bon. Ça revient au même. Un petit retour en arrière avec Fire Shadow 75. Honnêtement, vu la toxicité connue de l'essence au plomb, il y a plus de 50 ans, ça c'est vrai, hein, je suis surpris qu'il y ait fallu tant de temps pour que la décision soit prise d'arrêter le 100 LL. C'est vrai que je me pose aussi la question, et je te l'avais déjà posé quand on préparait des articles. Alors ce dont il faut avoir conscience, c'est que l'essence aéronautique, la 100 LL, ça représente 0,3% des carburants aéronautiques. Des carburants aéronautiques. Des carburants aéronautiques. Je ne parle pas des carburants, des hydrocarbures, des carburants aéronautiques. Ça explique, c'est la réponse immédiate, pourquoi est-ce qu'on est passé sous le radar. Effectivement, ça ne minimise pas le problème, mais ça explique pourquoi, comme tu le dis, le 100 LL est passé sous les radars. Je reprends ton expression. 0K nous ramène donc au sujet. Comment vous faites pour tester vos modifications sur toutes les combinaisons possibles? En fait, c'est de la modification générique. On va identifier sur l'ensemble des moteurs quels sont les moteurs qui se ressemblent et sur lesquels la solution apportée sur le moteur A, elle est aussi valable sur le moteur A1, A2, A3 et A4. Elle est différente du moteur B sur lequel on a une solution différente. Donc là, il y a d'identification et on construit ça de familles sur lesquelles on a les réponses qu'on apporte au A1 va aussi bien à A2, A3 et A4. Et c'est pareil pour les cellules. Mais effectivement, il y a un choix important. Et donc ça, en termes de réglementation, ça s'utilise à travers ce qu'on appelle une certification AML, c'est Approved Model List, qui associe à une modification la liste des avions, des cellules, des moteurs auxquels la modification qu'on propose s'applique. Donc ça, c'est déjà un scénario qui existe naturellement aux États-Unis. Il y a beaucoup de certifications AML, de STC-AML qui existent aux États-Unis. C'est un peu moins fréquent en Europe, mais on est déjà en train de discuter avec l'EASA du déploiement de ce type de solution. D'accord. Tu disais donc 6 briques, hein, c'est ça? On a 9 briques différentes. 9 briques différentes pour alimenter 3 produits. Voilà. Le premier produit, c'est la magnéto. Le deuxième, c'est le FADEC. Et le troisième, c'est la mise en conformité avec le 85. Mais alors, ça ne remet pas du tout en question le montage du moteur sur la cellule. Non. Donc là, vous ne touchez à rien. On touche Pareil, à rien. on ne change pas les capots moteurs. Non, on ne change pas les capots donc, moteurs. Donc, ça veut dire que vous ne touchez pas à l'aérodynamique. Bien sûr, il ne faut surtout pas. Ça fait partie
dans la définition de notre cahier des charges interne, on a ce qu'on appelle les top level requirements, les exigences de haut niveau. Parmi les exigences de haut niveau, il dit qu'il faut que ce soit certifiable, il faut qu'on ne modifie pas le comportement de l'avion. Ça fait partie des 4 ou 5 top level requirements qu'on s'interdit de toucher, parce que si on touche à ça, on explose et les délais et les prix et donc la faisabilité de l'ensemble. Mais par contre, on va introduire dans des avions qui en étaient dépourvus, dans des moteurs, dans les motorisations, c'est plutôt le terme qu'il faut utiliser, oui. Dans les motorisations qui en étaient dépourvues, on a introduit de l'électronique et du signal. On a des capteurs, on va déployer un certain nombre de capteurs qui n'existaient pas jusqu'à présent sur nos moteurs. Et on introduit une électronique qui, elle, justifie un niveau de certification élevé. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui certifier, il y a 2 normes principales, DO 278 et 254, qui sont les normes qui précisent comment est-ce qu'on assure la sûreté de fonctionnement, parce que c'est le terme français pour dire safety, la sûreté de fonctionnement d'un hardware et d'un software. On sait exactement ce qu'il y a à faire, on sait comment le faire. C'est compliqué, c'est long et ça coûte cher. Mais on va le faire. Parce que, en fait, on a un marché de 280 000 avions. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Bon, alors, tous ne vont pas basculer. Si les apprentis, pas les apprentis sorciers, mais Gami et puis Swift mettent au point leur carburant, ça va d'un seul coup réduire ce marché. Mais j'expliquais que notre vision là-dessus, c'est une part de marché entre 10 et 30%. D'accord. Et il y a bien des gens qui vont faire les 90 ou 70% complémentaires. Et demain, ceux qui sont les plus avancés pour faire ça, c'est Gami et Swift. Comme je disais tout à l'heure, je décris leur situation, la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, mais je n'exclus pas, il faut que je prenne en considération qu'ils réussissent à résoudre leurs problèmes. Et donc, de ce point de vue, le client demain, imaginons que Swift et Gami ont réussi à résoudre leurs problèmes. Ils proposent sur leur marché un carburant qui est ce qu'on appelle drop-in, je le mets directement dans le réservoir, et qui vaut 20 centimes de plus le litre. Nous, on propose un carburant qui justifie un investissement, on reviendra sur ça, mais qui derrière permet de réduire le prix du carburant de l'ordre de 2 euros. 2 euros du litre sur un DR400 qui fait, on va dire, 25 litres à l'heure, ça fait 50 euros de réduction à l'heure. Donc il y a un certain nombre de cas où l'investissement, qui est relativement lourd, de l'ensemble du système NeoFuel, s'amortit entre 2 et 3 ans. Et derrière, à la fin de l'amortissement, l'aéroclub, en l'occurrence, c'est en gros 1 millier d'heures pour amortir ça. Il faut 1 millier d'heures. 1 millier d'heures quand on fait 25 litres à l'heure. Si je fais 50 litres à l'heure, ça fait 500 heures. Et voilà, l'arithmétique, elle est simple. Donc 1 millier d'heures, c'est moins de 3 ans dans un aéroclub. En investissant un montant que j'amortis en moins de 3 ans, si à l'issue de ça, je descends mon prix de 50 euros l'heure de vol de mon DR400, ou même 40 euros l'heure de vol de mon DR400, je change complètement le paradigme, je change complètement le panorama. Si en même temps, dans le cadre de la formation des pilotes, j'introduis du Vélis, j'introduis de l'élixir. Alors du Vélis, c'est l'avion électrique pour les 15 premières heures, de l'élixir qui pourra contourner lui aussi à l'éthanol. J'offre demain, une vision sur laquelle, j'ai un PPL qui vaut beaucoup moins cher, j'ai réduit le prix de mon PPL de 30%, et j'ai des heures de vol qui valent beaucoup moins cher. Bon, du coup, je ne poserai pas la question, c'est toi qui vas répondre sans que je pose la question, mais la FFA, c'est la Fédération française des aéroclubs, c'est 600 aéroclubs fédérés par cette fédération sur tout le territoire français. Ouais, c'est 42 000 pilotes. Et c'est 42 000 pilotes et combien d'avions ? 2500 avions. 2500 avions. Et donc, la FFA s'intéresse de près à ton projet. Plus que ça, puisqu'ils font partie du premier tour de table, des premiers investisseurs sur un premier tour de table modeste, un total de 100 000 euros. Et donc c'est modeste par rapport aux dizaines de millions d'euros qu'il va falloir investir. Mais il faut toujours une première marche pour monter, pour gravir un escalier. C'est comme au poker, c'est pour voir. Voilà. Mais dire que là, eux, c'est pas pour voir, eux, c'est pour montrer. C'est pour montrer au marché que la solution qu'on propose, elle a un véritable intérêt. Et c'est aussi pour supporter, et là je parle à leur place, mais parce que je connais leur discours, et puis en tant que licencié de la FFA, je porte aussi ce discours, j'ai la double casquette. Et donc à travers ça, la FFA montre qu'elle s'intéresse et qu'elle est préoccupée, probablement plus que par la majorité des pilotes, de cet avenir, pour pouvoir, continuer à garantir la possibilité de voler, et 2, offrir un schéma économique
plus favorable que celui qu'on a aujourd'hui. Alors, la FFA, j'ai appris ça ce matin, c'est tout frais, regarde aussi du côté du rétrofit des avions du Robin DR400, qui est donc l'avion emblématique des aéroclubs, donc rétrofité avec une turbine, la Turbotech. Donc ça, je dirais, c'est de la concurrence pour toi? Bon, le marché est tellement vaste. Alors, vis-à-vis du marché des avions de la FFA, oui, c'est une petite concurrence, mais en même temps, je veux dire que je suis plutôt content que ma fédération ne mette pas tous ses œufs dans le même panier et assure la promotion de ce qu'il faut faire. Maintenant, si on regarde Turbotech, la problématique de Turbotech, elle est bien plus complexe que la nôtre. Et ça veut dire qu'en termes d'arrivée sur le marché de certification, c'est pas du tout les mêmes calendriers, quoi. Pour info, donc Turbotech, Damien Fauvet sera à ta place la semaine prochaine pour nous parler justement de l'avancée de sa turbine, de parler de cet accord avec la Fédération française aéronautique, et puis pour nous dire où ils en sont, parce que on attend tous avec impatience la livraison des premiers VL3, donc ULM, à turbine. Et puis également les XL8, c'est ça. Donc la Fédération française des aéroclubs te suit. Et effectivement, ça paraît plus simple de rajouter un allumage électronique que de mettre une turbine à la place d'un Continental. Mais c'est un très beau projet, et dire que ça a un véritable intérêt, mais ça a aussi un intérêt sur les prochains avions. Bien sûr. Puis ça n'interdit pas d'utiliser du E85 aussi. Parce qu'en fait, la turbine, qui est une turbomachine qui sait techniquement assez facilement utiliser un grand nombre de carburants possibles, la turbine utilisée pour essayer d'utiliser du kérosène, on l'a vu tout à l'heure, le SAF kérosène, il va avoir du mal à arriver jusqu'aux aéroclubs. Voilà. Alors, tandis que le SAF... Parce que, rappelle-le... Parce que il n'y en a pas suffisamment. Il y a une ambition de déployer le SAF sur l'ensemble du transport aérien qu'on ne sait pas satisfaire vu le volume concerné. Je rappelle, 0,3% de notre côté et 99,7% de l'autre. Donc ça... Donc on servira en priorité Lufthansa et Air France avant l'aéroclub de Brioude. Et du point de vue de la protection de la planète, c'est bien sûr tout à fait normal. Aujourd'hui, le problème de NeoFuel, c'est de trouver des financements. Alors c'est de trouver des financements, monter une équipe. Donc on est aujourd'hui 4 cofondateurs, un très beau background, une très, très grosse expérience. Je suis plus ancien de l'équipe. Tu parlais d'Emmanuel Davidson. Alors, et beaucoup le connaissent comme animateur de la revue Aviation et Pilote, mais il a été également... il est plus qu'animateur. Il a bossé pour Continental à Mobile, Alabama. Il a été directeur du marketing monde de Continental, donc c'est un marché qu'il connaît très très bien. Il connaît bien ce marché. Il connaît très très bien. C'est-à-dire que c'est aussi un pilote. L'ensemble de l'équipe est formé de pilotes privés. Non, on n'est pas tous. J'ai 2 pilotes professionnels dans l'équipe. Donc Emmanuel qui est aussi qui est CPL. CPL, juste. C'est Commercial Pilot License. Donc pilote professionnel. C'est le premier niveau de pilote professionnel. Et donc il est aussi propriétaire d'un Cessna 182 avec un moteur SMA, un moteur diesel. Donc on est éclectique, et ça nous permet de comprendre quelle est la force et l'intérêt de chacune des solutions. J'ai une certaine expertise sur la motorisation électrique, je sais ce sur quoi on peut l'utiliser. Emmanuel a une belle vision sur le moteur SMA, et j'ai aussi travaillé à un moment donné sur le moteur SMA. L'autre acteur que je pouvais évoquer, c'est donc Pierre Jeugnot. Pierre Jeugnot lui, c'est un ingénieur ENAC qui a été inspecteur à la DGAC, qui a été pilote de ligne, donc là avec un ATPL, donc un diplôme de pilote de ligne, pas uniquement pilote commercial, qui a été aussi enquêteur, je ne sais plus le titre, enquêteur principal ou pas, parce que je ne connais pas bien les grades de ça, au BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, qui a été l'un fondateur d'une entreprise qui a bien réussi, qui l'a bien revendue, qui aujourd'hui est un entrepreneur qui investit. Il a notamment investi dans un certain nombre d'élixirs. Il a investi dans la société Elixir et bien sûr dans NeoFuel. Et NeoFuel, Pierre s'occupe de toute la partie levée de fonds, qui est un très gros travail. Il y a un 4e acteur qui s'appelle Gilles Bréchet, qui est un peu l'homme de l'ombre par rapport à ça. C'est l'ossature, c'est la colonne vertébrale de la structuration du projet, tant du point de vue organisationnel que finance, parce qu'il faut avoir les reins solides pour pouvoir... expliquer aux investisseurs
tout le bon usage qu'on va faire de l'argent qu'ils vont mettre dedans. Mmh. Et Gilles est aussi pilote privé, propriétaire des monnaies, enfin bref, voilà. Parmi les investisseurs, donc il y a aussi des investisseurs publics. Alors, il y a des investisseurs. Outre la FFA, outre les cofondateurs, j'ai aussi des gens qui sont en fait mes amis, qui sont tous ingénieurs et pilotes, et qui croient au sujet et qui portent, c'est ce qu'on appelle du love money dans le financement des startups pour arriver à 100 000 euros. Mais bien sûr, ça n'est que le tout début, dire qu'on est déjà en train de travailler sur une première levée de fonds qui est entre 3 et 5 millions, qu'on espère va arriver dans le début de l'année prochaine. Mais ça, vous allez chercher l'argent où, ces 5 millions, 3 à 5 millions? Il y a aujourd'hui des investisseurs d'ordre privé qui ont différentes natures, qui sont des investisseurs, des gens qui gèrent des fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est une organisation dans laquelle un directeur de fonds acquiert la confiance d'investisseurs qui vont mettre des montants relativement importants, en contrepartie d'un travail qu'il va fournir, dire voilà, moi je vais identifier des entreprises et des startups, pour le cas qui nous concerne, dans lesquelles on va investir. On va investir dans suffisamment de startups, on ne va pas mettre nos œufs dans le même panier pour qu'à la sortie, on en ait au moins une qui performe et qui vous permette de sortir, vous, monsieur l'investisseur, un ensemble. Donc ça, c'est les VC, c'est les fonds d'investissement. Il y a aussi des gens qu'on appelle du family business, des gens qui sont gestionnaires de fortunes de famille. Et puis, il y a de l'investissement public à travers des fonds qui sont gérés, notamment en France 2030. On a beaucoup entendu parler de France 2030 depuis le Covid. C'est vraiment monté en puissance. Est-ce que vous rentrez dans le spectre, du moins dans le radar de France 2030? Tout à fait. On fait partie. Et donc, il y a un certain nombre de concours, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un certain nombre de concours qui sont bien identifiés par un certain nombre d'acteurs. Et nous, on est notamment accompagnés par une structure qui s'appelle Aerospace Valley. Oui. Aerospace Valley, c'est donc le plus gros cluster aéronautique en Europe et peut-être au monde. Ça réunit 850 entreprises qui sont réparties globalement entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Autrement dit, donc Toulouse et Bordeaux. Autrement dit, Airbus on retrouve tous les acteurs. Dassault, oui. Et bien sûr, on retrouve tous les acteurs et Safran aussi, ainsi de suite. Bien sûr, Thales, et donc, autour de ça, il y a donc une structure associative qui assure à la fois la mise en relation et le support des entreprises adhérentes pour aller chercher des fonds, pour identifier les fonds. Et donc, on a été labellisé par Aerospace Valley. On est supporté par eux pour être l'interlocuteur de la Nouvelle-Aquitaine pour aller chercher des fonds en Nouvelle-Aquitaine. Enfin bref, on est dans un écosystème qui nous accompagne, même si notre expérience est forte. C'est-à-dire que Pierre, que j'expliquais tout à l'heure, a déjà levé plus d'une dizaine de millions d'euros. Moi, j'ai fait que des tentatives, mais je connais ce mécanisme. Enfin bref, on ne débarque pas, donc on a une forte expérience, et ce qui nous rend confiance sur notre capacité à mener à bien l'ensemble de cette aventure. D'accord. Donc alors aujourd'hui, le calendrier, c'est quoi pour Neofuel? Alors Neofuel, notre calendrier, on est en train aujourd'hui dans une phase qui s'appelle Fondation, et dans laquelle on est en train, comme son nom l'indique, on est en train de créer les éléments qui permettent Donc on va chercher un certain nombre auprès d'un certain nombre d'acteurs, les éléments qui nous permettent de bien définir notre démarche. Donc on va chercher auprès d'experts de la combustion, chercher à identifier éventuellement les choses qui nous auraient manqué dans la combustion de l'éthanol en altitude. On a fait un gros travail bibliographique, mais on a un travail à faire avec un certain nombre de spécialistes. Il y a déjà eu des tests faits? Dire qu'on expliquait que l'Ipanema, l'avion d'Embraer vole avec... Mais lui, c'est un avion d'épandage, il vole pas haut. Lui, c'est un avion agricole, il vole pas donc haut. il vole à 5 mètres du sol. Donc, on a encore des questions sur l'altitude. Des questions qu'on a résolues de façon théorique, mais sur lesquelles on va aller chercher des confirmations plus profondes. On va aller chercher, et donc il y en a aussi l'ONERA qui va nous aider à définir ce qui est notre jumeau numérique. Parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais aujourd'hui... Un produit moderne, ça se construit avec des outils numériques, des outils de conception numérique, qui sont essentiellement ce qu'on appelle la modélisation multiphysique. Donc on sait sur l'ordinateur modéliser le fonctionnement d'un moteur, d'un magnéto, des injecteurs, et ainsi de suite. Et ça, on l'inclut, nous, dans ce qu'on appelle un jumeau numérique, qui va permettre de capter les informations en live sur chacun des moteurs équipés pour lesquels le pilote nous aura autorisé à le faire, pour pouvoir d'une part remonter de l'information vers l'équipe de conception, dire voilà ce que vous avez conçu, vous pensiez que ça allait se comporter comme ça, voilà le véritable comportement.
Et puis apporter en même temps du service au pilote en lui disant, on a tel élément qui nous fait penser qu'il faudrait surveiller tel paramètre ou tel composant de l'ensemble. Ça s'appelle un jumeau numérique. Et donc, on est en train de travailler sur la structuration de notre jumeau numérique avec le NERA. Alors, ça intervient relativement tôt parce qu'on veut avoir l'architecture de notre jumeau numérique pour pouvoir le considérer dès le début en disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on s'impose. Donc, dans la réalité, on ne va pas travailler immédiatement derrière en profondeur sur le jumeau numérique, mais on a besoin d'avoir une architecture. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'étudier les architectures, de partir dans la phase fondation, de partir avec les cadres dans lesquels on va travailler. Donc, on travaille aussi sur ce qu'on appelle un schéma de certification. Comment est-ce qu'on va traiter la certification simultanée ou pas avec l'EASA et la FAA? On travaille aussi sur notre schéma industriel. Avec qui on va faire ça? Il ne s'agit pas de construire un avion. On a vu la semaine dernière, vendredi dernier, Volta Aero a inauguré sa nouvelle usine sur l'aéroport de Rochefort, des milliers de mètres carrés, une belle usine flambant neuve. Pas très très loin, un petit peu au nord, il y a à La Rochelle, il y a Elixir qui va bientôt commencer les travaux de son usine aussi. J'ai eu l'occasion au début d'année d'aller visiter celle d'Aura Aero à Francazal. Pour vous, ça sera beaucoup plus modeste, la partie industrielle? Alors, la partie industrielle, elle est modeste sur la taille des produits sur lesquels on travaille. Après, on a la quantité, on a le volume. Oui. D'un côté, des gens qui ambitionnent de fabriquer une petite centaine ou un peu plus d'avions par an. Nous, on a des dizaines de milliers de magnétos à fournir par an. Donc voilà, dire que c'est clairement, on a deux marchés. En gros, le marché US, c'est 55% du marché. 25%, c'est le marché européen et 20%, c'est le reste du monde. Et donc, depuis la France, on va piloter et on va réaliser ce qu'il faut pour le marché européen et le reste du monde. Et on aura nécessairement une empreinte aux États-Unis, à la fois une empreinte commerciale, mais aussi une empreinte industrielle. Et là-dessus, notre scénario, le scénario sur lequel on travaille, c'est avec qui on va faire ça. Il y a une idée à creuser, c'est de dire, est-ce que j'arrive à mobiliser un acteur qui fait déjà ça ou quelque chose d'analogue, de proche, ou est-ce qu'on construit quelque chose depuis zéro? Cette réflexion est ouverte. On a aujourd'hui un certain nombre d'idées là-dessus. C'est trop tôt pour en parler, mais ça fait partie de notre réflexion. Et donc la phase fondation, c'est ça. C'est d'établir correctement nos différentes feuilles de route pour pouvoir partir courant du premier trimestre de l'année prochaine avec des financements complémentaires et du recrutement qui va bien pour faire ça. Bon, et alors si l'aviation passe à l'électrique, on n'a plus besoin de magnéto alors? Nous, ce qui nous intéresse, c'est les 280 000 avions qui existent. D'accord? Si demain, on arrive à avoir des batteries qui répondent correctement aux besoins de l'aviation légère, ce qui existe partiellement avec le Vélis. J'ai déjà volé sur le Vélis. Je pense que c'est un très bel outil, c'est pourquoi il a été conçu, et puis il a ses limites, et que ces limites, elles vont progresser lentement. Ce qu'on peut regarder, c'est que l'industrie aéronautique aujourd'hui, dans le monde certifié, sort 2000 machines par an à tout casser. On a 288 000 à modifier, c'est-à-dire 144 ans. D'ici 2030, ça va être compliqué, quoi. Donc, l'aviation électrique, c'est bien évidemment une partie de la réponse au problème de l'empreinte carbone de l'aviation légère, mais ça n'est qu'une partie et c'est surtout pas en compétition avec ce qu'on fait. Le marché, il ne va pas être grignoté par l'aviation électrique. Autre question. Pas le marché du rétrofit, en tout cas. Voilà, pas le marché du rétrofit. Le marché du neuf. Est-ce que les deux constructeurs, les deux motoristes américains, Lycoming et Continental, réfléchissent, eux, de leur côté, à faire des avions des moteurs un peu plus modernes parce que c'est vrai que la technologie, elle n'a pas beaucoup évolué depuis les années 40. Alors, Continental, ils le font à travers leur gamme diesel. Oui, alors mais ça, ils ont racheté un constructeur. D'accord, mais c'est-à-dire que racheter, c'est prendre une décision stratégique. Bien sûr. De dire, mon orientation, c'est le diesel. Aujourd'hui, je ne connais pas en profondeur leur stratégie. Je ne suis non plus pas qualifié ni autorisé à parler de stratégie. Je ne suis qu'un observateur. Et ce que j'observe, c'est que les modifications profondes apportées sur les moteurs essence, tant chez Continental que Lycoming, elles sont limitées. Ça, c'est parce que, ces entreprises vivent aujourd'hui essentiellement sur le marché de la rechange. Si on fait la moitié, ils ont chacun 144 000 avions qui volent tous les jours, ou presque tous les jours, et qui consomment de la pièce de rechange.
Donc leur marché aujourd'hui, c'est ça. Du coup, tu veux dire que ça ne les intéresse pas Aujourd'hui, de lancer un nouveau moteur? Je ne suis pas capable de dire que ça ne les intéresse pas. Je constate, c'est que ça ne les a pas intéressés. Ce que je constate aussi, c'est que quand on discute avec eux, ils nous écoutent avec une oreille attentive. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Après, on essaie d'en tirer nos conclusions, mais c'est nos conclusions qui sont des conclusions personnelles. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. On n'a jamais fait le tour, mais pour aujourd'hui, c'est suffisant, je pense. Je te remercie d'avoir fait le voyage jusqu'à Ternay depuis la côte ouest c'est ça. de la France. Eh bien, je vous dis merci. Et puis, je vous donne rendez-vous, donc, en ce qui me concerne, samedi après-midi. Ciao. Merci à tous. Bonne journée. Bon vol.